Souleymane Niang. Sans relâche, l'épidémie de Covid-19 continue sa fulgurante propagation au Sénégal. Ce matin encore, les autorités sanitaires annoncent plus de 100 nouveaux cas positifs. Au total, le Sénégal est à un peu moins de 2000 cas enregistrés depuis le début de l'épidémie. D'autres détails avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a fait le point ce matin. Ce mardi 12 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 1099 tests réalisés, 109 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,91%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 107 cas contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre la Padoue, 1 cas, et Touba, 1 cas. 27 patients sont déclarés aujourd'hui guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann, de l'hôpital régional de Ziguinchor et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1995 cas ont été déclarés positifs, dont 742 guéris, 19 décédés. Nous avons donc par conséquent en traitement dans nos hôpitaux 1233 patients. Mesdames, Messieurs, l'évaluation de l'environnement de la riposte commande de notre part des adaptations nécessaires pour une appropriation solidaire de nos interventions. Solidaire parce que la lutte contre le Covid-19 est l'affaire de toutes les couches de la population. Après le point épidémiologique, le ministre de la Santé a présenté la nouvelle stratégie de riposte au Covid-19, une stratégie basée sur la recherche prioritaire d'une victoire totale sur le virus à Dakar. La bataille de la capitale, nouvel enjeu stratégique. Explication avec vous, Mohamed Ali Mouba. Abdoulaye Diouf Sarr et ses services engagent la lutte frontale, plein feu sur le Covid à Dakar, plus de munitions, un état-major renforcé aussi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale veut faire la remontada. Abdoulaye Diouf Sarr. L'analyse des données récentes indique que la bataille doit être plus soutenue, particulièrement à Dakar. C'est ainsi qu'un groupe d'intervention viendra renforcer le CRGE de Dakar pour lui permettre d'infléchir la courbe épidémique dans un contexte d'une nouvelle stratégie de lutte. Cette option stratégique ne doit nullement occasionner un relâchement. Pour le moment, le ministère de la Santé et de l'Action sociale ne dit pas comment il entend mener la lutte, ce qui va changer exactement. Mais le choix de la capitale est un choix rationnel. Depuis le début de la lutte contre le coronavirus, Dakar reste la forteresse du virus. Plus de la moitié des cas détectés concernent la capitale. L'essentiel des districts sanitaires touchés. La stratégie donc est claire. Gagner Dakar pour gagner la guerre. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale veut faire sien le slogan des politiques selon lequel qui gagne Dakar gagne le Sénégal. Comme vous le savez, il y a des dizaines de guéris. C'est une bonne nouvelle pour les populations. À Kaolack notamment, la région ne compte plus que 3 cas positifs au Covid-19 dans la région. Sur les 6 cas enregistrés jusqu'à hier, les 3 sont guéris. Les 2 ont été soignés au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional de Kaolack et le 3e et dernier à l'hôpital d'Al Djam. Ils sont rentrés chez eux dans le département de Nioro. Le point avec Ibrahima Djamé. Jusque-là, le nombre de cas positifs au coronavirus enregistrés dans la région de Kaolack était arrêté à 6 au total. 2 cas communautaires et leurs 4 contacts. Les 4 contacts, justement, étaient sous traitement sur place au CTE, Centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. C'est en début de semaine, dans un communiqué que la région médicale a indiqué que parmi ces 4 malades du Covid-19, les 2 sont déclarés guéris et devraient sortir de l'hôpital pour rentrer chez eux. Quelques minutes plus tard, dans la même journée, une autre information venant de la même source nous renseigne qu'un autre malade est aussi guéri. Il s'agit là du tout premier cas positif de la région originaire du département de Nioro, mais qui a été transféré à Dakar, à l'hôpital d'Al Djam. Aujourd'hui donc, 3 malades du Covid-19 au total, parmi les 6 que compte la région, sont déclarés guéris, tous originaires du département de Nioro. Dès l'annonce de la guérison du premier cas, le préfet de Nioro
Nioro, Abdoul Aziz Diagne, a sorti un communiqué indiquant la levée de l'interdiction aux véhicules de circuler d'une commune à une autre dans le département. Un arrêté qu'il avait pris depuis l'apparition du premier cas. En résumé donc, sur les 6 malades que compte la région de Kaolack, les 3 sont déclarés guéris. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futurs Médias. Kaolack qui a enregistré un cas positif au coronavirus ce matin. La région enregistre ainsi donc son 7e cas après presque plus de 2 semaines d'accalmie. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Reparlons maintenant du message du chef de l'État à la nation. Hier, les Sénégalais ont des avis partagés sur les mesures annoncées par le président de la République dans la stratégie de lutte contre le Covid-19. Si certains se réjouissent de l'allègement des restrictions, d'autres par contre parlent de relâchement de la part de l'État. Voici le reportage à ce sujet de Soda Thiam. Le réaménagement de l'état d'urgence, notamment le couvre-feu, est bien accueilli par Mbaïlo en taximan. La population en avait besoin parce que depuis quelque temps, on n'a pas fait toute activité correctement parce que le temps était tellement court. Donc c'est une bonne chose d'ajouter 2 heures de plus. Tout le contraire pour ce monsieur trouvé sur son lieu de travail. Il pense au pire avec cette nouvelle mesure. C'est pas sûr. C'est un vrai relâchement parce que les cas vont augmenter infiniment. C'est pas bien. Il fallait laisser les gens rester à la maison. Fermer les marchés et les boutiques et les lieux de culte. Vu la pression des marabouts ou je ne sais pas, vraiment c'est pas bon pour moi. Pour Aliou Diouf, un père de famille qui habite hors de la région de Dakar, il y a toujours des manquements. C'est difficile pour les loups, parce qu'on prenait les marchandises hors de Dakar. Ce sera difficile de rester chez soi pour écouler les marchandises. Il y a des manquements parce que nous sommes des baol et là, on ne peut toujours pas rentrer chez nous. On reste coincé à Dakar. Cette dame, quant à elle, décèle des incohérences dans les mesures. Elle est tout simplement déçue. La seule mesure à saluer, c'est le rapatriement des corps des Sénégalais décédés à l'extérieur du Covid-19. Moi, je pensais que le président de la République devait dire, bon, écoutez, nous allons tous vers un confinement de 15 jours pour sauver la population. Il dit tout simplement aux populations, allez faire ce que vous voulez. Apprendre à vivre avec ce virus, comme l'a demandé le chef de l'État, tout le monde doit s'y plier, estime ce chauffeur. La population doit sortir pour travailler, pour vivre. C'est à nous-mêmes de se protéger. Mais il nous faut aussi être organisés dans les mosquées, être organisés dans les marchés aussi. On constate alors que les avis sont partagés entre assouplissement et maintien des restrictions au moment où le Sénégal a dépassé les 1000 cas. Entre autres annonces du chef de l'État, la confirmation de la reprise des cours pour les classes d'examen du primaire et du secondaire le 2 juin prochain. Le ministère de tutelle et les syndicats d'enseignants se retrouvent cet après-midi encore en vue de cette reprise. Je vous propose d'entendre la réaction de Souleymane Diallo, le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, le CELS. Il est interrogé par Anna Rocha. Sur le principe, il faut dire que les organisations syndicales, en tout cas le CELS, n'a jamais été contre une reprise des enseignements-apprentissages pour sauver l'année scolaire, pour éviter une année blanche. Mais notre position également a été très claire, c'est que s'il faut reprendre les enseignements-apprentissages, il faudrait également que cela se fasse en tenant compte de l'évolution de la pandémie pour quand même sécuriser les enseignants, sécuriser les élèves, sécuriser également donc l'environnement scolaire. Au vu de ce qui se passe avec cette pandémie, nous ne sommes pas rassurés. Certes, le gouvernement a annoncé des mesures pour garantir donc la santé des élèves, la santé des enseignants, mais nous apprécierons quand même donc cela à partir donc du 2. Nous avons une rencontre avec notre ministre de tutelle par visioconférence ce jour à partir entre 13h et 14h. Certainement, donc, ils nous diront quelles sont les dispositions pratiques qui sont prises pour que cela puisse se réaliser correctement. Mais en tout cas, en toute sincérité, vraiment, nous sommes pour la reprise, mais nous disons que la priorité doit être accordée donc, à la santé des élèves, à la santé donc, des enseignants. Le transport des enseignants, le transport même donc des élèves qui étaient déjà en vacances dans d'autres localités,
Comment tout cela va être organisé? Autre réaction, celle des acteurs politiques et de la société civile. Pour la société civile, justement, en annonçant un allègement des restrictions, Macky Sall a cédé à la pression. Le PDS, de son côté, demande au président Sall de faire son introspection. Benno Bokk Yakaar, en ce qui la concerne, estime que le chef de l'État a fait ce qu'il devait faire. On voit tout cela avec Binta Diallo. Pour Valdiodio Ndiaye de la société civile, le chef de l'État a agi sous la pression et que cet assouplissement des restrictions n'est pas venu à son heure. Le président de la République a cédé à des pressions croisées de groupes religieux et également de groupes d'intérêt économique. Et c'est extrêmement dommage au moment où il y a une augmentation effrayante du nombre de cas. Je pense que chaque Sénégalais devrait désormais prendre ses responsabilités devant cette situation extrêmement préoccupante. Et je crois que ça m'inquiète d'autant plus que quand le secrétaire général des Nations Unies avait fait ses prévisions catastrophiques pour l'Afrique, si nous allons dans ce sens en termes d'orientation, c'est une situation extrêmement inquiétante. Le PDS pense que c'est normal que ces mesures soient prises au vu du contexte économique morose. Bachir Diawara, membre du secrétariat national du Parti démocratique sénégalais, appelle par ailleurs l'État à revoir ce qui n'a pas marché. Il n'en demeure pas moins qu'il faut reconnaître que le virus est en train de se propager dans le pays comme à travers le monde. Et de ce point de vue-là, il faut un culte de responsabilité collective et individuelle. Je pense que c'est extrêmement important. Cela appelle à la vigilance de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais pour combattre en tout cas le virus. Maintenant, l'État aussi doit faire son introspection, surtout par rapport à ces mesures-là. Quelles sont les failles qui ont été notées jusqu'à présent? Je pense qu'il y en a eu. Il faut rapidement corriger pour que véritablement le plan de riposte soit davantage beaucoup plus efficace. Le président de la République réagit. Son camp a agi en chef de guerre. Oumar Sarr, le président du Parti africain du renouveau libéral Paré Songodane, membre de Benno Bokk Yakaar. Il faut être dans la peau du chef et réagir comme un chef, c'est ce qu'il a fait. Et réajuster certaines instructions en les assouplissant. Je pense au couvre-feu, je pense au corps des Sénégalais malheureusement décédés à l'étranger. Tout cela est la marque d'un chef qui se réajuste et s'ajuste en fonction de ce qu'il entend, de ce qu'il voit. La levée de certaines des décisions prises par le chef de l'État depuis que le virus a commencé à se propager dans le pays divise, mais tous appellent au sens de la responsabilité des Sénégalais, sans exception. Voyons maintenant les réactions dans les milieux économiques, la levée des restrictions liées à la gestion du Covid-19. La parole aux spécialistes. Certains d'entre eux pensent que cet assouplissement va relancer la machine économique éprouvée depuis 2 mois, mais d'autres sont dubitatifs et estiment que le président Macky Sall s'est rendu à l'évidence et le pays n'a pas les moyens d'un semi-confinement. Amadou Sabarba. Dr Seydina Omar Seye reste sur sa faim par rapport aux mesures sur les restrictions liées à la gestion du Covid-19. Il y a un soubassement économique, mais il fallait plus loin, c'est-à-dire permettre une reprise partielle des activités économiques. Si vous prenez par exemple pour le couvre-feu, de 20h à 21h, on a glissé de 20h vers 21h jusqu'à 5h du matin. Mais pour moi, il fallait aller vers 23h. Vous allez permettre des activités économiques de nuit, des commerces, des restaurants, tout ce que vous voulez. L'économiste pense que le président Macky Sall devait être plus audacieux pour la relance de l'activité économique. Quand on a pris ces mesures-là, il y a 2 choses. Soit on prend le tout pour sanitaire, au détriment de l'économie, c'est des coûts à prendre. Ou bien, tout simplement, on a pris ces risques, mais encore une fois, permettre également l'activité économique d'épanouir totalement ou carrément. Mais ne pas le faire à moitié tout simplement. Par contre, un autre Seydina trouve salutaire ces mesures du président. Dr Aliou Ndiaye nous répond depuis son volant de voiture. Je pense que le président de la République a été à l'écoute du pouls économique de ce pays-là. Parce que vous ne pouvez pas, dans un pays où vous avez 97% de la population qui évolue dans le secteur informel, imposer des restrictions très fortes qui provoquent un double choc de l'offre et de la demande. Et ces 10 chocs-là risque de plomber très durablement la compétitivité de l'économie sénégalaise et même sa productivité.
si vous prenez le volet de l'agriculture. Donc je pense que le président de la République a pris les bonnes mesures. Avec les nouvelles mesures prises par le président Macky Sall, l'on peut citer l'ouverture des marchés et le recadrage du couvre-feu, entre autres décisions qui pourront relancer l'activité économique impactée par le coronavirus. Vous l'avez suivi hier dans la nouvelle stratégie de lutte contre la pandémie du coronavirus. Le président de la République demande aux populations sénégalaises d'apprendre à vivre avec le virus. Il a par ailleurs allégé les mesures restrictives qui visent à stopper la propagation de la maladie. Apparemment, le chef de l'État a cédé aux multiples pressions de ces derniers jours. Alors, le général doit-il céder à la pression et laisser place au relâchement en pleine guerre? C'est le commentaire que va nous proposer tout à l'heure El Hadj Ndiogou Diène. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. En attendant, l'association des imams et oulémas du Sénégal dénonce sa non-implication dans le processus de réouverture des mosquées, une décision annoncée par le président de la République dans son discours à la nation. Les imams et oulémas prédisent un échec de la réouverture des mosquées sans mesure d'accompagnement. Écoutons l'imam Oumar Diène, secrétaire général de l'association, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous avons appris ça comme tous les Sénégalais. Nous avons aussi pris de cours parce que nous n'avons pas été informés de l'ouverture des mosquées. On n'a pris qu'à la télévision. Alors, pas être consulté ni avant ni après. Et maintenant, on nous met en rapport avec le ministre de l'Intérieur pour en tirer les conséquences, c'est-à-dire savoir quelle orientation nous allons prendre, comment allons nous comporter, quelles seront les logistiques à apporter. Donc, comme nous n'avons pas les tenants et les aboutissants de cette affaire, nous attendons d'être suivis par le ministre de l'Intérieur, peut-être pour nous enseigner la nouvelle donne. Nous sommes un mouvement qui regroupe presque, il y a 24 000 mosquées au Sénégal, donc nous avons beaucoup de membres et que personne n'a été suivi. Nous avons été en tout cas pris de court et nous ne maîtrisons pas ni le problème dans le fond ni dans la forme. Nous attendons d'être saisis pour que nous puissions discuter ensemble de concertation pour donner notre point de vue et notre avis. Pour vous, quand est-ce qu'il sera possible de rouvrir les mosquées? Il faut qu'on soit prêt. Il faut être prêt pour ouvrir. C'est-à-dire que cette nouvelle donne va changer les paramètres qu'on avait pris pour fonctionner. La donne a changé, tout va changer parce que ça demande énormément d'investissements humains, financiers et culturellement nous ne sommes pas prêts, financièrement nous ne sommes pas prêts. Donc si on ouvre les mosquées sans qu'il y ait les logistiques, le personnel qu'il faut, ce sera l'échec. Justement, au sujet de cette ouverture des lieux de culte, nous avons rencontré des imams pressés de retrouver leur mosquée, mais cela ne veut nullement dire qu'ils ne vont plus respecter les mesures de prévention. Ils demandent d'ailleurs un renforcement des moyens de lutte devant ces lieux de culte. Leur réaction dans ce reportage signé Nafissatou Silla. Les nouvelles dispositions à strictement respecter avant d'entrer dans une mosquée, nous confie l'imam de la mosquée de Bel-Air et de celle de la cité Cheikh Ahmadou Bamba. Imam Cherké nous fait part de sa satisfaction, mais insiste sur la salubrité. Pendant tout ce temps que les mosquées étaient fermées, nous, on les nettoyait fréquemment. Nous respecterons toutes les mesures édictées et éviter la propagation du virus. Pour l'imam Diaye de la mosquée de Liberté 6, nous sommes dans une situation de force majeure et dans cette situation exceptionnelle, le respect des mesures barrières est important, mais il réside une difficulté. Et la difficulté va se trouver sur la limitation du nombre de fidèles qui va assister à la prière. Bien entendu, vous savez, dans une mosquée, dès qu'on fait l'appel, on ne peut plus faire de discrimination. Qui va entrer et qui ne va pas entrer. Mais peut-être avec une bonne sensibilisation et une bonne organisation, on va y parvenir. Mais est-il que le risque de contamination est là? Il ne faut pas qu'on se voile la face. Et dans ce cas, ayons le courage, nous tous, d'endosser l'entière responsabilité. Et nous ne le souhaitons pas. À Bentali, dans cette mosquée communément appelée Diakay Mouride, on s'inquiète pour l'approvisionnement en gel
ou à l'installation d'une station de lavage des mains. Yahya Ndiaye, muezzin de la mosquée. On a effectué toutes les prières, mais il faut dire que toutes les mosquées n'ont pas les moyens de s'acheter du gel hydroalcoolique ou avoir de quoi permettre aux fidèles de se laver les mains avant d'entrer dans la mosquée. Cet assouplissement de l'état d'urgence est certes une aubaine pour de nombreuses personnes, mais ne doit pas être l'occasion de constater un relâchement concernant les gestes barrières. S'agissant du rapatriement des dépouilles des Sénégalais décédés du Covid-19 à l'étranger, quelques réactions de Montréal à New York. Les communautés sénégalaises de la diaspora ont manifesté leur joie immense, une satisfaction doublée d'un soulagement suite à la levée d'interdiction de rapatrier les morts du Covid-19. Au Canada, nous retrouvons Mamadou Aïcha Ndiaye. La levée de l'interdiction de rapatriement des corps des Sénégalais disparus a été appréciée comme un soulagement par des milliers de Sénégalais dans la diaspora. Mohamedou Sarr, responsable leader de la communauté sénégalaise ici au Canada, explique les raisons de ce soulagement. Nous saluons très sincèrement la décision. Il faut souligner que nous n'avons jamais vu auparavant une telle union des cœurs de la diaspora pour une seule et même cause. Nous aurions souhaité ne jamais avoir à dépenser autant d'énergie et d'effrayer autant de passion autour d'un sujet aussi sensible que la perte d'un être cher. Comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. C'est l'occasion, bien sûr, de remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont aidé à dénouer cette crise afin de respecter les dernières volontés des défunts. Au pays de l'oncle Sam, Amadou Amar, responsable du collectif du rapatriement des corps, donne aussi son impression. La mesure relative au rapatriement des Sénégalais décédés du Covid-19 à l'étranger, mesure prise par le président de la République, c'est à magnifier. La leçon à tirer, avant toute décision, il faut une concertation afin de trouver un consensus. Sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, la joie s'est fait sentir. Québec, Mamadou Aïcha Ndiaye, Radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. Et puis pour être tout à fait complet sur les réactions au lendemain de l'annonce de la levée des restrictions dans le cadre du couvre-feu de l'état d'urgence, notre commentaire du jour: le chef de l'État a-t-il cédé aux multiples pressions de ces derniers jours ? Le général doit-il céder à la pression et laisser place au relâchement en pleine guerre ? C'est un commentaire signé El Hadj Ndiogou. Finalement, tout ça pour ça, hélas. Après 2 mois sur le qui-vive au front pour neutraliser l'ennemi, le général baisse la garde et demande aux troupes de se mettre devant dans la guerre. C'est ainsi qu'on peut comprendre la décision du président Macky Sall de desserrer l'étau autour des mesures de restriction et de demander aux Sénégalais d'apprendre à vivre avec le virus. C'est dire que cet homme indésirable a fini d'élire domicile au pays de la Teranga et de prouver l'impuissance à le chasser. Le général a capitulé devant l'ennemi. Macky Sall, qui a finalement fait marche arrière face aux pressions religieuses et sociales. Désormais, il appelle les populations à prendre responsabilité face à la situation, alors qu'il appartient à l'État d'assumer pleinement ses responsabilités, quel qu'en soit le prix. Et cela, d'autant plus que nous sommes dans un état de droit. À quoi sert alors l'autorité et la puissance conférée à l'État ? Un État doit rester fort et toujours fort. Comment comprendre la mesure de réouverture des mosquées au moment où les cas positifs de coronavirus ne cessent d'augmenter de jour en jour, 117 hier et 109 aujourd'hui, alors que la barre des 2000 cas est à portée de main. Osons le dire, cette ouverture des mosquées risque d'aggraver la situation, d'autant plus qu'il sera difficile de faire respecter les mesures édictées dans ces lieux de culte. À titre d'exemple, l'islam recommande de prier en rang serré. Mbagak mbagut, si juli galabok. A-t-on l'habitude d'entendre dans les mosquées? Peut-on faire fi de cela, à moins d'inverser la tendance et de faire dans le sorianto, mbag sori mbag, tank sori tank? Dommage, quand on arrive à ce point dans la pratique religieuse, alors que l'Arabie Saoudite, symbole de l'islam, a su s'adapter à la situation dictée par le Covid-19. À la réouverture des mosquées s'ajoutent les rassemblements dans les marchés qui seront désormais ouverts 7 jours sur 7, mais également l'autorisation de circuler d'une région à une autre pour certains comme les travailleurs agricoles. Les slogans « Restez chez vous » risquent de devenir « Sortez de chez vous » et laissez circuler le virus. Alors, advienne que pourra. Le reste de l'actualité en bref, disparition de 5 pêcheurs à Saint-Louis. La Marine nationale se lance dans les recherches le long de la frontière maritime avec la Mauritanie. L'unité de Ziguinchor est venue prêter main forte à celle de Saint-Louis. Ziguinchor, où un gros coup de filet de la gendarmerie qui vient d'arrêter l'individu suspecté d'être l'auteur de la série de cambriolages dans la commune. Il se trouve présentement en garde à vue
au commissariat de Ziguinchor où il est entendu par les enquêteurs. L'hivernage qui commence à s'installer à Kédougou, il a plu cette nuit à Dakateteli, 50 mm dans cette localité située dans le département de Salémata. Et puis le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football qui se réunit demain mercredi. Au menu, la suite à donner aux différentes compétitions fédérales interrompues par le Covid-19 depuis près d'un mois. Pour rappel, le ministre des Sports a indiqué le week-end dernier qu'il était à l'écoute des différentes fédérations. Chacune d'entre elles doit proposer un plan de reprise des compétitions. RFM. L'actualité internationale. Barthélémy Ngom, rebonjour. Rebonjour, Souleymane. Guinée-Bissau, le nouveau président ouvre la voie à une réforme constitutionnelle. La réforme entre dans le cadre ou dans le sens des recommandations de la CEDEAO. Plus de détails avec Noah Mankali. La décision du chef de l'État, Oumar Sissoko Embalo, a été rendue publique par décret présidentiel numéro 14/2020 dans lequel le chef de l'État a souligné que la dite commission sera composée de 5 membres nommés et installés par lui-même. Oumar Sissoko Embalo a ajouté que la commission de révision constitutionnelle aura un coordinateur, un vice-coordinateur, un premier et deuxième secrétaire et un membre. Mais la commission peut à son niveau recruter des techniciens supérieurs en commission de service pour l'aider à accomplir sa mission. Selon le décret présidentiel, le statut de rémunération et les privilèges des membres de ce comité vont figurer dans le décret présidentiel de la nomination respective. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, on le rappelle, avait récemment publié une déclaration dans laquelle elle avait reconnu Oumar Sissoko Embalo comme président élu de la Guinée-Bissau et avait aussi recommandé au chef de l'État la création d'un nouveau gouvernement sur la base des résultats de l'élection législative du 10 mars 2019 jusqu'au 22 du mois en cours, ainsi que des efforts pour réviser la constitution de la République de Guinée-Bissau dans les 6 prochains mois. Noamen Kelly-Bissau, RFM. Noaman Kali, et puis pour Oumar Sissoko Embalo, cette réforme constitutionnelle vise à adopter le texte fondamental au défi du moment et d'apporter un système de gouvernance qui colle mieux aux réalités socio-culturelles et qui contribue à garantir la stabilité des institutions bissau-guinéennes. Il ajoute que l'actuelle constitution est pleine de lacunes. 4 soldats tués au Burkina Faso dans une attaque djihadiste. 4 autres soldats sont portés disparus, Souleymane. Selon des sources sécuritaires, l'attaque djihadiste a visé une patrouille de l'armée à Kankafogoul, localité située dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière du Niger. Notez que le pays des hommes intègres est en proie à de fréquentes attaques djihadistes. République démocratique du Congo, 200 000 personnes ont dû fuir l'Ituri en raison des violences. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, s'est alarmé de l'escalade de la violence dans cette partie située au nord-est de la RDC, l'Ituri, qui vit ces violences depuis 2017. Au total, vous l'avez dit tantôt Souleymane, plus de 200 000 personnes ont dû fuir la zone. Le HCR appelle toutes les parties prenantes du conflit à respecter les vies civiles et le travail humanitaire. Au regard de la situation, donc, les Nations Unies évoquent même un crime contre l'humanité. En Côte d'Ivoire, report du recensement électoral, mais pas de la présidentielle. Le scrutin va bel et bien se tenir à la date échue, le 31 octobre 2020, si l'on en croit Ibrahima Kouiber Koulibaly, le président de la commission électorale. Et pourtant, le processus prend mécaniquement du retard à cause de la pandémie du coronavirus. Le recensement électoral devrait commencer le 18 avril dernier pour prendre fin le 2 mai passé. 11 000 bureaux de vote devaient donc accueillir les électeurs désireux de se faire inscrire sur les listes plutôt. Outre ce cas de figure, le renouvellement des listes ne concerne pas la plupart des 6,5 millions de personnes qui y sont déjà inscrites. Mais quoi qu'il en soit, Souleymane, l'opération a été reportée du fait des restrictions imposées par les autorités ivoiriennes dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Liberté partielle en France depuis hier après 55 jours de confinement. La première journée de cette liberté tant redoutée s'est bien passée, Souleymane. C'est le moins que l'on puisse dire, cher Sidou Sila. Cher Sidou Sila, que nous allons retrouver d'un moment à l'autre.
Le transport public, généralement pris d'assaut par les franciliens, est un indicateur pertinent pour mesurer le respect des mesures édictées. Visiblement, les consignes étaient globalement bien suivies. Karine, qui sort du métro, ne dit pas le contraire. Là, c'était bien. À Saint-Lazare, ça s'est bien passé. Là, pas trop de monde, ça va. Tout le monde respecte les règles. C'est génial pour l'instant. Faut que ça dure. Oui, avec une personne dans le train qui n'avait pas son masque, mais sinon, ça va. Tout le monde fait l'effort. Pensant qu'il y aurait un rush dans les transports publics, certains ont préféré poursuivre le télétravail, d'autres ont pris leur voiture. Marc, lui, a préféré prendre le métro un peu plus tôt. Je suis venu un peu tôt justement pour éviter. Et là, je vois qu'il n'y a pas grand monde. Donc, justement, pour éviter la vague de personnes qui va arriver peut-être plus tard. Je ne sais pas. Donc, pour moi, si je m'y prends tôt, peut-être je peux les éviter. Les élèves reprendront le chemin de l'école demain ou la semaine prochaine. C'est selon les localités. Les enseignants, eux, ont fait leur pré-rentrée aujourd'hui. À l'école de Plexis, le directeur a tenu une réunion avec ses collègues. C'est 2 masques par enseignant par jour à partir de jeudi. Au fur et à mesure que vos enfants arrivent, vous montez en classe en passant soit par les lavabos pour se laver les mains. Il y aura du gel sur chaque palier aussi. Paris, Cheikh, Sidou Silla, RFM. C'est tout, Souleymane. Merci, notre technicien Abdoulaye Diop, déjà terrassé par le ramadan, il se perd dans ses boutons à midi. No comment. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Coronews, l'actualité du Covid-19 à travers le monde avec vous, Youssouf Bodian. Le Sénégal est à 5 cas de la barre des 2000 cas confirmés de Covid-19 avec 1233 patients en traitement. Des chiffres rendus publics au lendemain de l'annonce des mesures d'assouplissement de l'état d'urgence par le chef de l'État. C'est d'ailleurs la tendance en Afrique et dans le monde. Alors nous allons prendre des nouvelles du Ghana, premier pays africain à déconfiner sa population. C'était le 19 avril dernier. Eh bien, 500 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés dans une seule et même usine à Tema. Un seul ouvrier a contaminé tous ses collègues d'après le président ghanéen. Nana Akufo-Addo a donc prolongé hier l'interdiction de rassemblement, la fermeture des frontières et celle des écoles et des universités, au moins jusqu'à la fin du mois. Le Ghana compte à ce jour 4700 cas et 22 décès, donc le pays le plus touché par le coronavirus en Afrique de l'Ouest, devant le Nigeria qui a également plus de 4000 cas pour 150 décès. La deuxième puissance économique du continent avait démarré son déconfinement le 4 mai dernier. En France, au deuxième jour du déconfinement, environ 1 million d'enfants sont rendus à l'école. Les milliers d'établissements maternels et primaires qui rouvrent leurs portes sont soumis à un strict protocole sanitaire. Toutefois, le pays a enregistré 263 personnes décédées du Covid-19 ces dernières 24 heures. Depuis hier, toute personne entrant en France est mise en quarantaine. La mesure est en vigueur en Espagne où plusieurs grandes villes comme Madrid et Barcelone restent soumises à de sévères restrictions. C'est dans ce contexte que l'Organisation mondiale de la santé a une nouvelle fois appelé à exercer, je cite, une extrême vigilance au moment de lever les restrictions. Le responsable des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, Michael Ryan, a déclaré, je cite, « Si la maladie persiste à un faible niveau dans des pays qui n'ont pas la capacité d'étudier les foyers, de les identifier, le risque existe toujours que la maladie reparte. » Fin de citation. À ce jour, plus de 4 178 350 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays. 286 355 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus. Près de 2 400 000 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries. L'Afrique, continent le moins touché, compte plus de 66 300 cas de Covid-19, un peu plus de 2 330 décès et plus de 23 000 guérisons. Les États-Unis, pays le plus touché au monde, a déploré hier lundi plus de 80 000 décès. La ville de New York dénombre à elle seule le quart des morts déplorés avec près de 20 000 décès. Toutefois, c'est le deuxième jour consécutif aux États-Unis que le bilan journalier passe sous la barre des 900 morts du virus. En deuxième position, on retrouve le Royaume-Uni avec plus de 32 000 morts. L'Italie est troisième avec 30 000 morts, suivent l'Espagne et la France. Nous restons sur le vieux continent pour parler des résultats du programme européen Discovery qui sont attendus ce jeudi 14 mai. Cet essai clinique lancé le 22 mars dernier aspirait à tester sur 3200 malades l'efficacité contre le nouveau coronavirus de 4 traitements, dont la chloroquine et le remdesivir. Initialement, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne devaient participer à cette expérience. Or, pour l'heure, l'essai ne concerne que 730 patients exclusivement français.
Pour cause, l'Espagne et l'Italie ont préféré le protocole Solidarity coordonné par l'Organisation mondiale de la santé. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 12 mai, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. L'état d'urgence assoupli, force reste à Covid-19. D'un trait de plume sec, Le Soleil résume la grosse actualité du jour. Le confrère qui va un peu plus dans les détails note que les horaires du couvre-feu passent de 21h à 5h du matin, ceux de bureaux fixés de 9h à 16h. Les marchés ouverts, 6 jours sur 7, les lieux de culte rouverts, sans flonflon ni cotillon. Après 2 mois de lutte, le chef de l'État a jugé plus sage de rendre aux Sénégalais la vie, remettre l'économie sur selle, apprendre à vivre avec le virus sans relâchement. À moitié libre, à moitié contrainte, peut-on dire, le Sénégalais désormais enserré par 1000 précautions, les contacts reprennent à condition qu'il n'ait pas lieu, les fidèles se rapprochent à condition qu'ils gardent leur distance. C'est à une minutieuse police des corps qu'il va falloir adopter pour éviter que les mosquées et autres marchés soient des nids à virus, des bastillons d'où peut repartir en flèche l'épidémie. Comme quoi, le Sénégalais est mis face à ses responsabilités. Le président Sall, en capitaine, balise le chemin. Dans la presse privée, ce n'est pas tout à fait le sentiment qui domine. Ici, on pense que le capitaine Macky Sall a capitulé face aux forces sociales qui grognent. Et ce matin, le Témoin utilise le vocabulaire martial pour le dire. Le général Macky capitule en rase campagne, bûcheron le confrère, plein d'amertume. Macky amorce la bombe Corona, regrette Vox Populi. Force reste à la loi, soupire le trait. Pourtant, sage doyen de la presse privée sénégalaise, le journal Sud Quotidien. Macky jette le masque, s'emporte le quotidien. L'observateur qui a fait décrypter le message à la nation du chef de l'État parle d'incohérence. On va droit vers l'engorgement des hôpitaux, prédit l'épidémiologiste agrégé en santé publique, professeur Massamba Diouf. Le réveil risque d'être brutal, analyse l'économiste et expert en prospective Dr Cheikh Yandour. Appelé à réagir sur cette reculade du président Sall, Pape Moussa Thior estime que la théâtralisation de la communication n'est plus nécessaire. Le premier à avoir demandé de laisser circuler le virus, Pape Moussa Thior, parle de décision sage, courageuse qui va réconcilier tout le tissu communautaire avec la nation. Dans un éditorial intitulé « Et le président abdica », le commentateur du Témoin enrage. Serigne Saliou Gueye nous dit que dans cette crise sanitaire, le président Macky Sall n'a jamais affiché la sérénité. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les mesures à l'emporte-pièce, à la va-vite tâtonnante et irréfléchie qu'il ne cesse de prendre. Une crise sanitaire ne se gère pas avec du laxisme et de l'anxiété. Et le fait de l'avoir assimilé dès le départ à une guerre montre la dimension exagérée et anxiogène que le général autoproclamé a voulu imprimer à la pandémie. Et si Macky avait bien tâté le pouls du peuple, dans un commentaire intitulé « L'opinion du gouvernement et le gouvernement de l'opinion », le journaliste Habib Demba Fall écrit pour le journal LAS que la tyrannie de la patrimonialisation de notre représentation sociale de la religion favorise un glissement dangereux en mettant en accusation le rapport de nos gouvernants à la foi ou, de manière plus pernicieuse, le degré de considération vis-à-vis d'un groupe confrérique. Il n'est pas mal d'écouter son peuple dans ses composantes les plus saines. Seulement, selon le confrère, il vaut mieux faire face à une opinion des gouvernés plutôt qu'à un gouvernement de l'opinion, car c'est l'autre nom de la dictature des allégeances sociales au cœur de la République. Fin de citation. Et pour clore ce chapitre, Libération nous raconte cette double peine des soldats de l'ombre. Le journal nous dit qu'à Toubacouta, une équipe médicale venue faire des prélèvements dans une concession a été insultée et chassée. Le médecin-chef de Vélingara, c'est dans le Kolda, menacé de mort. Celui de Pout, accusé de manipuler les tests. Et puis sport, dans Sunulamb, difficile à battre, sérieux puncheur, l'acte 2 a-t-il des chances de devenir roi des arènes, s'interroge le confrère. À lire les obstacles qui l'éloignent du sacre. Dans le journal Record, Pape Ndiaye Soirée s'entretient avec nos confrères. Il dit « Je suis au miraculé. Mon accident a brisé mon élan. Je reviendrai en force dans la tanière. » Fin de citation. Dans le journal Stade Quotidien, Légion de la tanière, le numéro 10 de tous les temps, Fadiga, pied magique de l'équipe nationale du Sénégal, mais cœur fragile. 2000, naissance d'un meneur hors pair. 2002, guide de la belle épopée des Lions. 2008, clap de fin avec plein de
regret, 4 buts en 37 sélections. Dans le journal Observateur, au sujet de Fadiga, le confrère nous dit qu'il n'est plus en quarantaine. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h40, bienvenue à Point de vue. La question du jour, assouplissement des mesures de restriction. Comment vivre avec le virus du Covid-19, c'est-à-dire le SARS-CoV-2 ? Puisque le président de la République hier l'a dit, dans les scénarios les plus optimistes, le virus continuera à circuler au Sénégal dans 3 à 4 mois encore et qu'il faut s'y faire, vivre avec. Et pour tenter de répondre à cette question, nous sommes en ligne, en direct avec le professeur Adama Faye, épidémiologiste, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour professeur. Oui, bonjour. Nous sommes également avec M. Seydina Aliou Boli, spécialiste en crise complexe. Bonjour M. Boli. Oui, bonjour. D'abord, professeur Adama Faye, vous êtes le spécialiste en la matière. Est-ce que cette stratégie est connue des épidémiologistes, c'est-à-dire de tolérer, d'accepter carrément qu'un agent pathogène vive parmi nous en essayant de s'en prémunir bien naturellement, mais vivre quand même avec, cohabiter avec, est-ce que ça a fait ses preuves quelque part dans le monde et dans un cas d'épidémie ou de pandémie d'après vous? Oui, merci beaucoup. De toute façon, je pense que nous cohabitons toujours avec des agents pathogènes. Donc, la plupart des agents, donc... Mais la réflexion que cela m'inspire est que depuis le 2 mars, donc il y a une épidémie au Sénégal, il y a des mesures qui ont été prises de façon graduelle et que 2 mois après, je pense qu'il est pertinent quand même de réfléchir pour voir est-ce qu'il y a lieu d'adapter les mesures. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que généralement, ces mesures, on les prend dans la deuxième phase de l'évolution de l'épidémie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que actuellement nous sommes dans une phase ascendante. Et qu'hier, on a eu le plus grand. 177 cas positifs, effectivement. Comment? 177. Ça veut dire que, en fait, je ne sais pas, à moins qu'on considère que ça repique, ça veut dire que nous sommes toujours dans une phase ascendante. Et que tant qu'on n'atteint pas un pic et qu'on soit dans une phase descendante qui semble même irréversible, c'est en ce moment qu'on peut se dire qu'il faut alléger en fait les mesures. C'est comme si vous partez en guerre et que l'ennemi commence à progresser et que donc vous dites que vous allez diminuer les troupes ou bien vous allez lever les mesures. Donc c'est ça qui me semble un peu paradoxal. Sinon, autrement dit, la mesure peut être pertinente, mais elle n'est pas opportune au regard du contexte actuel. Effectivement. Sur le plan purement épidémiologique, le timing pose problème. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'on allait aller vers ces mesures. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre, de confiner ou bien à ne rien faire. Parce que l'épidémie n'est pas seulement sanitaire. En fait, il y a aussi des facteurs économiques et des facteurs sociaux. Mais ce qui me pose problème, c'est le timing. Donc, c'est ça seulement qui me pose problème par rapport à ces décisions qui ont été prises. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Seydina Aliou Boli, spécialiste en crise complexe. Dans la gestion de la crise, comment vous avez reçu, vous, hier, cette inflexion stratégique impulsée par le chef de l'État et qui se résume à la phrase qu'il a utilisée, qu'il faudra vivre avec le virus et continuer à vivre au plan économique, social, culturel, cultuel? Oui, vous savez, depuis hier, après le discours du président de la République, je me suis exercé je me suis plutôt adonné à un exercice un peu hasardeux, à savoir essayer de lire dans la tête du conseil scientifique, du comité scientifique qui lui donne des conseils, mais aussi de rentrer dans sa propre psychologie à lui-même en tant que décideur en dernière instance de la trajectoire de la riposte. Et ma foi, je ne vous surprendrai pas si je vous dis que je suis encore en train de me poser des questions sur l'opportunité, comme vous l'avez souligné à l'instant, le timing de la décision. Parce qu'encore une fois, c'est signalé par monsieur le professeur qui disait qu'on était Adama Faye.
professeur Adama Faye qui disait qu'on était encore dans la phase ascendante, on n'a atteint ni pic ni plateau pour amorcer une descente et pouvoir justifier un démantèlement des dispositifs de riposte en place au niveau opérationnel, tout comme une réorientation stratégique de la riposte. Mais quand cela retienne, je pense que quelque chose, a été dit, certains l'ont relevé, mais je me demande est-ce qu'on a bien mesuré en fait la portée de la prise en considération de cet élément particulier. Quoi donc? Qui consiste à revenir sur le timing d'une pandémie. Une pandémie n'est pas une épidémie. En général, les épidémies, ça se gère en 3 mois. La durée de vie d'une épidémie, en général, dès que ça dépasse 3 mois, ça devient autre chose. Une pandémie, en général, ça dure minimum entre 12 et 18 mois. Et donc, dès le départ, quand on commence à penser la riposte et qu'on la pense en termes de 2 mois ou en termes de 1 mois, en termes de 3 mois, je pense que déjà une erreur de départ. Et je me réjouis, moi, de voir que dorénavant, la réflexion, plutôt l'analyse, elle est faite en tenant en considération ce paramètre qui est un paramètre en fait constant dans l'histoire des pandémies. C'est-à-dire que on n'est pas, je vois pas en quoi on est les plus chanceux, nous, cette population de 2020, que celle des autres qui ont vécu sous d'autres pandémies, pour avoir une pandémie qui va durer 2 mois ou 3 mois. C'est pas vrai, c'est pas possible ça. Donc, le fait de dire que d'ici août-septembre, nous serons avec ce virus est un paramètre important et qui nous permet justement de changer même de paradigme. Et je pense que c'est ce qui sous-tend un peu aussi le message, les décisions prises par le chef de l'État hier en disant qu'on va apprendre à vivre avec le virus. Moi, je dis, et j'en termine par là, c'est que dorénavant, en fait, je pense que nous sommes devant un triple défi. C'est-à-dire que c'est le défi des 3 A. Assouplissement, adaptation et attitude. Ces 3 A-là, normalement, on devrait avoir à les gérer lorsqu'on amorce une phase descendante de l'épidémie, je veux dire du nombre d'incidences quotidiennes qu'on a, mais ce n'est pas au plus fort des incidences quotidiennes qu'on va... Très bien. Alors, une question très courte, mais vraiment, j'attends une réponse en 10 secondes. Vous êtes spécialiste en crise complexe, donc multidimensionnelle, etc. Est-ce que vous pensez que les facteurs non sanitaires, non épidémiologiques ont pesé plus sur la décision du chef de l'État que les questions de santé, simplement? Ça pointait dans tout le discours du chef de l'État hier. Pour faire court, comme vous avez demandé, c'est à 3 niveaux. Au niveau du rapatriement des corps des compatriotes décédés de Covid-19. Deuxièmement, ça pointait en termes d'une exigence que moi je ne m'explique toujours pas, c'est-à-dire d'une urgence à casser cet élément fondamental qui est l'évitement en fait des regroupements, des foules. Ça, on est revenu là-dessus hier en réouvrant les lieux de culte. Et le troisième point, une décision que je ne comprends pas du tout. Et le troisième point, bien sûr, c'est la pression économique. Ça, par contre, je comprends tout à fait, parce qu'encore une fois, je vous ai dit que comme on commence à penser la pandémie sur 6 mois, 12 mois, on peut comprendre qu'on ne peut pas rester comme ça. Et ça, c'est le volet interne, sans compter maintenant la concurrence internationale entre pays, la mondialisation aidant. Merci à vous, Seydina Aliouboli. Dernière question au professeur Adama Faye. Vous l'avez entendu ce matin au lendemain du changement stratégique au niveau macro-national. Le ministère de la Santé a annoncé une nouvelle stratégie d'approche de la riposte en accentuant les efforts sur Dakar. Quelle est votre réaction par rapport à ce changement stratégique? Bon, je pense que je l'avais dit dès le début, il fallait... Parce que si on avait respecté la mesure qui consistait à interdire les déplacements entre les régions, je pense qu'en ce moment, l'épidémie se serait concentrée uniquement dans 2 régions, dans la région de Dakar et dans la région de Diourbel, Touba notamment. Donc, ça veut dire vraiment ça, moi, c'est de ça mon plan. Donc, mais apparemment, donc, je pense qu'il y a un moment où aussi il faudra faire l'évaluation des mesures de manière séparée. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché,
et pourquoi cela n'a pas marché. Donc, je comprends aussi qu'on mette de l'accent sur Dakar, mais si la circulation entre les régions n'est pas interdite, donc je pense que ça va être la même chose, parce que les gens vont quitter Dakar et puis aller dans d'autres régions, donc le problème va se déplacer. Les deux mesures vont de pair. Oui, c'est ça. Il y a c'est pas des stratégies isolées. Tout à fait. Je suis désolé, professeur, le temps qui nous était imparti est épuisé. Nous vous retrouverons tout à l'heure dans l'édition en Wolof. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue et pour vos éclairages tout à fait exceptionnels. À 12h51, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. À 13h, retrouvez Malal Diagne Junior pour la principale édition de la mi-journée en langue Wolof. Tout de suite, Allô Présidence. Excellent après-midi à tous. Au revoir. Allô, président de la République, président